Déjà commencé, mais t'es en train de fermer. Parce que tu sais qu'ils sont avec Amex. En France, ils sont avec Amex. Mais c'est une carte Royal qui 15. Donc nous, on leur dit, bon, merci et bienvenue encore une fois si vous nous rejoignez. Merci d'être là pour la Web TV du Africa CEO Forum. De longues journées très intenses, mais surtout de belles rencontres ici dans cette édition 2025 à Abidjan. Alors nous allons rentrer en profondeur et regarder, mettre le focus cette fois-ci sur une génération d'entrepreneurs. On les appelle les disrupteurs et c'est le fameux Disruptor Club qui va être aujourd'hui animé, j'ai envie de dire, échanger avec notre très cher Lordi Salah Diakanga. Tu es responsable du secteur technologie, médias et télécom chez Jeune Afrique Media Group. Bonjour Lordi, comment tu vas? Salut Eric, ça va très bien et toi? On se tutoie, je vais très bien, on est entre jeunes paraît-il. Tu vas nous offrir cette petite lucarne sur le Disruptor Club. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Le Disruptors Club, en fait, c'est bien plus qu'une initiative. C'est une réelle communauté qui a été créée par l'Africa CEO Forum depuis 2022 et soutenue par Visa depuis toujours. L'objectif, c'est de réunir les CEO des startups les plus innovantes du continent africain, et cela dans plusieurs secteurs. On a la FinTech qui domine quand même, l'agritech, la santé avec la HealthTech, la logistique, et depuis peu, on a l'éducation avec l'EdTech qui est quand même un secteur à surveiller. Alors pourquoi il est si important, Lordi, d'avoir cette génération d'entrepreneurs ici au sein du Africa CEO Forum? C'est important parce que, comme tu le sais, nous, on croit à l'ACF, en l'émergence de nouveaux champions africains, et on pense que la technologie, c'est un réel levier de développement. On veut susciter le dialogue, la communication et les partenariats entre ces jeunes leaders et des CEO un peu plus traditionnels des grands groupes. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher dans le cadre de ce Africa CEO Forum et qu'est-ce que ça leur apporte, surtout concrètement? Bien sûr. De la visibilité d'abord, du networking de haut niveau, parce que comme tu le sais, nous avons plus de 1000 chefs d'entreprise à l'ACF, et également de nouveaux partenariats. Je vais finir en disant qu'ils veulent aussi rencontrer le secteur public, parce que la régulation, c'est un enjeu au cœur justement des problématiques des startups qui cherchent une innovation beaucoup plus friendly. Donc c'est ça en fait, avec la régulation pour pouvoir s'étendre dans de nouveaux marchés. Alors on va les avoir avec toi, c'est toi qui vas mener cet échange-là avec eux, les Disruptor Club qui vont être aussi ici avec ce titre Puissance de marque en Afrique, gagner des clients au-delà des frontières, et ça sera avec Lordi. À tout de suite, ne bougez pas. Merci Eric, à tout à l'heure. Donc elle va mobiliser l'équipe Solution, whatever, qui va supporter. Et après, ok. Non, je vais finir. Tu as fait sortir, faut que tu me donnes. Ok. Ok, Sophia, je vais tout de suite, on le repositionne. C'est bon. Il y en a combien? Yes. là, Je sais pas si c'est. Ok. Non, comme tu veux. Ok, ça marche. Tu vois. Et on vous en sac en plus. Allô, on m'entend? Ok. Ok, attends, on n'est pas prêt, attends. Est-ce que là c'est bien comme ça ou est-ce que je dois. Non. Ismaël, ça va? Il faut que j'enlève là? Il y a Ismaël qui demande, donc C'est mieux que le speaker qui est à ma gauche, il demande s'il doit ouvrir sa chemise. Non, pas ma chemise. Sa veste. Allô? Le speaker qui est à ma gauche, il demande s'il doit ouvrir sa veste. C'est mieux ou bien? Ça fait pas trop difficile? On dit que tu peux laisser comme ça. Ça, super, parfait. Je suis prête, oui. J'ai dit on est beau gosse. Ah, ça On va, va y moi aller. je me suis pas encore vu, mais bon. Dans 20 secondes.
Welcome back, vous êtes toujours sur le plateau de la Web TV en direct de l'Africa CEO Forum 2025. Merci d'être avec nous sur cette émission spéciale dédiée au Disruptors Club, cette nouvelle génération de game changers de la tech venue au contact des investisseurs et des décideurs des 4 coins du continent. Et au cœur de leurs échanges, la confiance. Comment construire la confiance quand on est une jeune start-up africaine qui veut grandir et s'exporter au-delà de son marché d'origine? En 2024, les startups africaines ont levé 2,2 milliards de dollars. C'est moins que les pics de 2021, mais c'est un chiffre qui compte quand même parce qu'il reflète une nouvelle réalité. Les investisseurs financent des entreprises qui ont une capacité claire à livrer, mais surtout une image solide et cohérente à l'échelle continentale. Notre thématique d'aujourd'hui, puissance de marque en Afrique, gagner des clients au-delà des frontières, qu'il s'agisse de fintech, de santé ou de mobilité, les startups africaines font face à un défi commun, convaincre qu'elles peuvent délivrer et surtout le faire partout. Avec moi pour en parler, j'ai 3 invités de marque au cœur de ces enjeux. Nous avons Ismail Diaby, vice-président chez Visa, directeur général Afrique de l'Ouest et centrale, francophone et lusophone. Bonjour Ismail et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Nous avons également Samba Lo, fondateur et CEO de Socium, l'allié RH de référence en Afrique francophone. Salut Samba, comment ça va? Salut Lordi, je vais très bien. Et last but not least, on a Bola Bardet, fondatrice et CEO de Soussou, qui connecte santé, technologie et diaspora en Côte d'Ivoire, mais pas que. Salut Bola, ça fait plaisir d'avoir une disrupteuse parmi nous sur ce plateau. Alors, on va commencer avec toi Ismail. Visa est un acteur clé de l'écosystème tech africain, partenaire historique du Disruptors Club et nous en sommes ravis. Je voudrais d'abord revenir sur un moment fort d'hier, la cérémonie des Awards, où tu as remis le prix de Disruptor of the Year à la FinTech Nala, FinTech tanzanienne. Déjà, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi et pour Visa de mettre en lumière ces figures émergentes de la tech africaine? Pour nous, c'est extrêmement important. Nous, Visa, en tant que... Alors, j'aime bien le dire, FinTech. Nous sommes une FinTech. Vieille de 70 ans à peu près, mais nous sommes une FinTech. Et donc, nous connaissons très bien le challenge par lequel les FinTech doivent passer au quotidien, en tout cas les péripéties que les FinTech peuvent vivre. Donc, il était important pour nous de venir en support, non seulement en termes de financement, en termes d'appui structurel à ces FinTech-là, d'avoir ce type de supporter ce type de programme afin de pouvoir reconnaître des fintech qui développent soit des solutions innovantes pour le continent qui répondent à des besoins de nos populations ou qui ont su faire montre d'accélération dans ce qu'ils émettent comme solution dans la région. Et Nala nous a montré au travers de son dynamisme, de sa capacité à accélérer sa croissance durant l'année 2024, raison pour laquelle elle a été reconnue comme étant Disruptor of the Year. Parfait, c'était un moment très émouvant d'ailleurs. Justement, tu parles de récompense, tu parles de mise en lumière. On peut dire quand même que c'est dans l'ADN de Visa de soutenir activement les futurs champions de la tech. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur vos initiatives actuelles pour accompagner les startups et c'est quoi les impacts concrets en fait que tu remarques aujourd'hui? Exactement. Alors c'est vrai que on parle beaucoup de funding, d'investissement dans les fintech, ce qui reste également une priorité pour nous. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, il y a tout un accompagnement que nous voulons mettre en place. Donc pour nous, ça va au-delà du financement, c'est comment accompagner et apporter de la valeur à ces fintechs-là afin qu'elles puissent prospérer sur le long terme. Et donc pour cela, on a mis un certain nombre de programmes, à savoir depuis plusieurs années. Donc le clou de ces programmes est le Visa Africa FinTech Accelerator que nous avons mis en place et qui permet donc chaque année à une certaine cohorte de FinTech de pouvoir être accompagnée par Visa, par l'ensemble des équipes de Visa, que ce soit les équipes technologie, solutions, etc. Et
de les entraîner, en fait, de vraiment les former à pouvoir être des fintechs impactantes sur le continent. Et ce que nous faisons également, et ça c'est un peu également dans l'ADN de Visa, nous avons pu prospérer et être aujourd'hui un des leaders du paiement aujourd'hui au travers des partenariats que nous avons avec les institutions financières, les gouvernements, etc. Donc nous permettons également à ces fintechs de pouvoir être mis en relation avec des institutions financières, avec des gouvernements, avec les régulateurs, afin qu'elles puissent également partager en fait leur savoir-faire et pouvoir être validés par l'ensemble de l'écosystème. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près 60 startups qui ont pu bénéficier de ce programme-là. Et nous voulons continuer ainsi afin qu'elles puissent continuer à prospérer sur le continent. Et je donne quelques exemples. Oui. C'est qu'en Afrique du Nord, Bank of Africa, qu'on a mis en relation avec un certain nombre de fintech afin de pouvoir développer un certain nombre de solutions pour l'Afrique du Nord, pour le marché. Le groupe FBN au Nigeria que nous avons su connecter avec en Afrique, qui est un de nos processeurs partenaires de Visa, afin qu'ils puissent développer également des solutions. Donc pour nous, c'est la capacité à pouvoir non seulement accompagner d'un point de vue technologique ces fintechs, mais à pouvoir également les introduire et les aider à créer cet écosystème de partenariat qui leur sera bénéfique. Et avant d'avoir lancé ce programme-là, nous avions également auparavant un certain nombre de programmes depuis plusieurs années, le Visa FinTech Fast Track, qui permettait de réduire en fait l'onboarding d'une fintech, passer de plusieurs mois, on parle de 9 mois à 4 semaines, avec tout l'accompagnement que nous apportons en termes de marketing, etc. Nous avons également comme on appelle ça, une autre initiative qui permet de pouvoir apporter une solution end-to-end afin qu'une fintech puisse commencer très rapidement à pouvoir y mettre des solutions de paiement. Tellement d'initiatives, on ne peut même plus les compter. Tu as beaucoup parlé de prospérer, j'ai également entendu le mot funding, ça me fait penser aux levées de fonds justement qui permettent aux startups de se développer très rapidement. Donc je me tourne vers toi, Samba. En novembre dernier, Socium a levé 5 millions de dollars, c'est correct, je ne me trompe pas? C'est exactement ça. Pour renforcer sa présence en Afrique francophone. Congratulations, félicitations pour ça. Merci beaucoup. Je voulais savoir comment est-ce que cette levée s'inscrit dans ta stratégie de développement et c'est quoi les prochaines étapes tout simplement pour Socium dans la région? Ouais. Non, c'est un très bon point. Pour faire l'historique, on avait commencé en 2022 par un premier tour d'1 million. Ok. En fait, ce premier tour-là, ce que ça nous avait permis de faire, c'était de construire des socles de logiciels, toujours dans le cadre des ressources humaines, commençant par le recrutement, la gestion de la paye, le talent management, etc. Et en plus d'avoir fait ça, ça nous a permis de commencer à goûter à l'international. Okay. Donc on avait naturellement commencé par le Sénégal et la Côte d'Ivoire au début. Et au fur et à mesure, on a commencé à vendre dans une quinzaine de pays d'Afrique francophone. Et à ce moment-là, on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Déjà, on a une capacité très rapide de construire des produits d'une certaine qualité. Et deux, on a une capacité à les déployer à l'international. Donc la seconde phase qui nous semblait naturelle, c'était de se renforcer en termes de fonds et de capitaux. Et ce renforcement nous a permis derrière de pouvoir déployer beaucoup plus rapidement dans de nouvelles géographies. Donc ce qui fait que là où on avait commencé initialement par le Sénégal et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui on a un bureau à Kinshasa au Congo, on a un bureau à Douala au Cameroun. On est en train de lancer le Maroc à Casa. En fait, depuis ces pays-là qu'on considère comme nos hubs, on va avoir la capacité de déployer dans toute la région Afrique francophone initialement. Et dans un second temps, on pourra regarder d'autres marchés. Mais pour l'instant, le focus, ça va rester quand même sur le francophone. Déjà, on a très hâte de voir la suite, franchement. Moi, je suis de très près l'actualité de Socium. Bola, je vais venir vers toi. Dans un secteur comme la santé, la confiance est encore plus critique que dans d'autres secteurs. Tu opères sur plusieurs marchés, souvent à distance, avec des enjeux sensibles. D'après toi, c'est quoi les conditions essentielles pour construire et maintenir cette confiance avec tes consommateurs, notamment par rapport aux services digitaux? Merci pour ta question, Landy. D'abord, je vais remettre le contexte sur ce qu'on propose pour que ça puisse être plus clair par rapport à comment on travaille sur le sujet de la confiance. Donc, Soussou propose un mix de solutions d'assurance et de services de santé. On se base sur 4 piliers principaux. Donc, le premier pilier, c'est vraiment, on n'est pas juste des assureurs, on va dire simplement. On va vraiment nous
mettre l'accent sur la santé des gens, sur l'amélioration de la santé des gens, et on va mixer des solutions d'assurance et des solutions différentes pour la prise en charge des maladies chroniques, des femmes enceintes, ce genre de choses. Donc on va vraiment mixer l'assurance et le service. Deuxième pilier, c'est l'innovation digitale. Vraiment, on s'efforce à fluidifier, à digitaliser, à faciliter au maximum l'expérience client de nos bénéficiaires et des payeurs également. Troisième pilier, c'est la qualité de service. C'est le soin qu'on va apporter dans le service qui va être délivré à nos bénéficiaires. C'est vraiment pour nous la clé, et des services à la fois côté assurantiel et côté médical, comme la télémédecine, etc. Et le dernier pilier, qui est également important, c'est le paiement par tiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des obstacles à l'accès à la santé, c'est le paiement. C'est comment je fais pour payer les soins de santé. Donc on va chercher des payeurs, d'une part auprès de la diaspora, donc les personnes qui sont à l'étranger et qui vont financer les services pour le compte de proches qui sont basés dans leur pays d'origine. Et plus récemment, et c'est un peu notre nouveauté, on a lancé également une offre où le payeur est local. Donc c'est les entreprises, les entreprises, les PME, les TPE, les grands groupes locaux qui peuvent souscrire à nos offres pour le compte de leurs salariés. Alors pour répondre à ta question concernant la confiance, pour nous c'est un peu la clé. La santé c'est quelque chose de précieux, d'extrêmement précieux. Et quand on parle de gens qui vont financer la santé pour leurs proches, ils n'ont pas envie de rigoler, si on ose dire, avec la santé de leurs proches. Donc on fait vraiment attention au niveau de la qualité de service. On met en place des procédures très strictes pour la sélection des partenaires médicaux avec lesquels on travaille, les partenaires assureurs également, les processus opérationnels qu'on met en place aussi bien en interne qu'en externe, et à travers l'automatisation digitale également. Tout ça nous aide à, en tout cas, s'efforcer d'apporter la meilleure qualité de service à nos bénéficiaires pour qu'ils soient satisfaits. Le deuxième aspect de la confiance, c'est aussi au niveau de la vente. La diaspora, c'est des gens qui ne nous connaissent pas, et on leur dit il y a sous des gens de la diaspora qui offrent un service pour la diaspora. Au début, la première réaction au départ, on a beaucoup souffert de la suspicion de fraude, parce qu'ils ont déjà été fraudés, ils ont déjà connu des pseudo-entrepreneurs qui les ont fraudés. Et donc nous, on a été confrontés à ce défi de confiance qui était très bas, qu'on a dû relever jour après jour à travers les réseaux sociaux. Comme on dit souvent, la confiance prend l'escalier, alors que le manque de confiance prend l'ascenseur. Donc il suffit qu'il y ait un client qui soit mécontent pour que la réputation soit détruite digitalement. Donc on a fait énormément de travail sur notre réputation digitale, étant donné que c'est notre premier canal d'acquisition aujourd'hui. Donc voilà, on a travaillé aussi bien côté santé que sur l'image qu'on va proposer sur les canaux digitaux. Bravo pour ça. Soussou qui est présent, pour rappel, dans combien de pays? 4 pays d'Afrique. 4 pays d'Afrique qui sont... La Côte d'Ivoire, qui est notre hub régional, le Sénégal, le Cameroun et plus récemment la RDC. Merci beaucoup, Bola. Sur le sujet de la confiance, Ismaël, je voulais revenir vers toi. Je voulais entendre ton avis parce que, comme tu l'as dit, Visa, c'est un partenaire stratégique des startups. Selon toi, c'est quoi qui permet à une start-up de gagner cette confiance par rapport à ses clients, ses partenaires et aussi ses investisseurs? Et en fait, toi, en tant que Visa, quels sont les signaux que tu regardes pour évaluer cette crédibilité? Alors, la FinTech doit créer sa crédibilité. Je pense que ça doit commencer par, et c'est pour ça que je parlais d'accompagnement de Visa au travers de son programme que je viens de citer, le Visa Africa FinTech Accelerator, où nous mettons $1 milliard pour pouvoir supporter les FinTech. C'est de pouvoir aider de créer la valeur. Je pense que ça commence par ça. Donc, la pertinence de ce que la FinTech apporte comme solution. La FinTech est censée venir, en général, résoudre un problème, apporter une réponse à des problématiques. Et donc, c'est la pertinence de cette solution-là qui sera importante pour la FinTech. Raison pour laquelle nous travaillons beaucoup avec les FinTech et nous prêtons beaucoup attention à cela dans la pertinence. Donc on réunit les FinTech, certaines FinTech, dans ce qu'on appelle des Innovation Centers, des centres d'innovation de Visa, où nous venons avec nos équipes, avec la FinTech, les équipes, nos architectes, etc. Et nous revoyons le parcours client de l'offre de la FinTech, et nous essayons de revoir, de l'améliorer, de le rendre impactant pour l'utilisateur final. Donc ça, c'est un volet qui est extrêmement important pour nous. Donc la qualité et la pertinence de l'offre. Ensuite, il y a la sécurité. La sécurité qui est vraiment notre ADN.
Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Depuis plusieurs années, nous investissons dans l'intelligence artificielle afin de pouvoir rendre nos solutions de sécurité de plus en plus efficaces. Donc nous assurons également qu'il y ait également cette partie de sécurité. Et puis il y a les réponses aux régulations. Okay. Nous évoluons dans un environnement, nous sommes régulés par des banques centrales et autres. Et donc il est important pour nous que les fintechs soient également, l'offre de fintech soit en adéquation avec ce que les banques centrales également demandent, pour ne pas qu'elles se retrouvent quelque temps après en difficulté et avoir à arrêter un programme, ce qui peut jouer sur cette confiance que les clients peuvent avoir dans la fintech. Donc c'est vraiment tout l'écosystème de confiance que l'on apporte. Et également, tout à l'heure je parlais de partenariat, on apporte également des partenaires forts, institutions financières et autres, qui viennent apporter également ce cachet confiance également à la fintech. Donc c'est vraiment l'écosystème que nous bâtissons et la pertinence des solutions qui apportent la confiance. Et tout ceci dans un environnement sécurisé. Sécurisé, très important. Il nous reste quelques minutes. J'ai une question en fait pour vous deux, Samba et Bola. Vous développez vos startups dans plusieurs pays d'Afrique quand même avec des contextes très différents, que ce soit en matière de culture RH pour toi, Samba avec Socium, ou de système de santé pour Soussou. Comment est-ce que vous arrivez à vous adapter en fait localement dans ces pays-là en construisant une marque de marque qui reste cohérente et capable de s'imposer comme une référence régionale? Bola, peut-être que tu veux commencer. C'est une très bonne question parce qu'on a tendance à penser que comme on est en Afrique de l'Ouest, francophone, c'est des petits pays qui sont cousins et on se dit c'est la même culture, c'est la même zone CFA, etc. Mais en fait, les us culturels sont différents, les actes d'achat, les habitudes d'achat sont également différents. Nous, on l'a constaté avec surprise quand on a démarré Soussou, on a démarré d'abord en Côte d'Ivoire et après on s'est dit on va lancer le Sénégal et le Cameroun et on a eu vraiment des accueils très très différents dans chaque pays. Par exemple, sur le cycle de vente, le cycle de vente peut être très très différent entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun. On s'est rendu compte, par exemple, petite anecdote, nous on a un call center qui est basé en Côte d'Ivoire et qui va appeler les gens de la diaspora un peu partout en Europe. On a remarqué que par exemple la diaspora sénégalaise, bien qu'en étant en Europe, aime bien parler Wolof. Donc ça c'est une anecdote qui fait qu'on s'est rendu compte que si on ne parlait pas Wolof, c'était difficile de convertir des clients sénégalais. Les cycles de vente étaient un peu plus longs, donc on a changé, on a embauché, bien qu'en Côte d'Ivoire, des vendeurs qui parlaient Wolof, des vendeurs sénégalais. Donc c'est des choses comme ça. Et au niveau des produits également, les offres produits qu'on réplique mais avec des changements dans différents pays, on s'adapte, la demande change en fonction des pays, on s'adapte. Le socle qui fait qu'on reste Soussou, qu'on soit Soussou en Côte d'Ivoire, Soussou au Sénégal, Soussou au Cameroun ou Soussou en RDC, c'est les valeurs communes de Soussou. Nos valeurs, on en a 4, elles sont extrêmement importantes. C'est 1, ne rigolez pas, au taquet. On est au taquet pour nos clients, on est diligent, on est réactif, on donne tout pour nos clients. La deuxième valeur, c'est Soussou Cares, c'est qu'on donne tout également pour le soin de nos bénéficiaires. La santé, c'est le plus précieux, donc on donne tout pour le soin qu'on va apporter à nos clients. La troisième valeur, c'est l'innovation digitale. Voilà. Donc c'est pouvoir s'appuyer sur le digital pour apporter des solutions innovantes à nos clients et à nos bénéficiaires. Et la quatrième valeur, c'est la responsabilité individuelle. On est un collectif, on est une famille, mais on attend de chacun de nos salariés qu'il puisse jouer son rôle dans le cadre du développement de Soussou. Et donc ce socle central-là, on essaye de s'assurer que chaque personne qui va arriver chez Soussou va être un peu l'ambassadeur de ces différentes valeurs. Ce n'est pas toujours facile. On essaie de s'en assurer lors du recrutement et ensuite, pendant l'expérience de la personne chez nous, on s'assure que ces valeurs elles sont non seulement répétées, répliquées à travers des formations, à travers des cas pratiques. Mais voilà, c'est vraiment nous le plus important. Sur le reste, on essaie de donner aussi de l'autonomie aux équipes parce que voilà, c'est l'autonomie qui permet d'apporter l'innovation également, mais dans le cadre des valeurs communes que j'ai évoquées. Merci. Et toi, Samba? Ouais, moi très rapidement, je pense que je vais commencer par la partie produit. C'est le plus simple. Globalement, nous, notre asset le plus fort, c'est le produit. Et je vais être un peu taquin. Il n'y a pas une manière sénégalaise de recruter ou une manière ivoirienne de recruter. Il faut proposer le produit le plus adaptable, le plus modulaire, qui permet à une entreprise de pouvoir l'adapter à sa manière de faire. Une entreprise sénégalaise peut recruter exactement de la même manière qu'une entreprise ivoirienne.
Et cette entreprise ivoirienne peut avoir des process de recrutement totalement différents d'une autre entreprise ivoirienne. Donc c'est vraiment sur le produit où il faut être très modulaire. Et après, il y a aussi des réalités. Par exemple, nous on est sur les RH, il y a ce qu'on appelle le code du travail. Du coup, par exemple, si je prends le cas de la paye, la paye varie d'un code du travail à un autre. Donc naturellement, la paye au Sénégal est différente de la paye ivoirienne, qui est différente de la paye congolaise, qui est différente de la paye camerounaise. Donc tout le challenge, c'est de construire ce qu'on appelle, nous, un core système qui est capable d'absorber toute la complexité liée à cette paye-là, donc qui permet à n'importe qui de pouvoir configurer n'importe quelle paye pour n'importe quel pays, sans pour autant passer par des équipes tech, donc pour la vélocité, et derrière de permettre à l'utilisateur final d'avoir une expérience simple et seamless. Donc nous, ça c'est vraiment le challenge, c'est de dire comment on fait pour rendre le produit le plus adaptable possible, pour que d'un pays à l'autre, que le client ne sente même pas qu'il y a une adaptation sur le produit, pour que ça soit simple pour lui. Donc ça, c'est vraiment ça notre challenge. Après, effectivement, il y a les réalités culturelles d'un pays à l'autre. On est dans des petits pays, du coup, il faut être dans plusieurs pays en même temps. Et derrière, il faut s'adapter aux réalités culturelles. Mais ça, je pense, c'est le commun du business. Merci beaucoup, Jerry Jeff. Pour conclure, quand même, je vais vous poser une question à tous les trois. Parce qu'on est au cœur d'une édition marquée par un thème fort. Dans un monde de plus en plus transactionnel, le secteur privé africain est appelé à jouer un rôle central dans la transformation économique du continent. À votre niveau, déjà on va commencer par toi Ismaël, en tant que grand groupe, en tant que start-up RH ou en tant que health tech, quel rôle est-ce que vous pensez pouvoir jouer dans ce New Deal entre les gouvernements, les entreprises et les consommateurs? Alors, je pense que notre rôle va rester celui que nous nous sommes donné depuis des années. C'est-à-dire à savoir d'être au cœur de l'écosystème. Et aujourd'hui, nous jouerons, encore, ça va être la troisième fois que je vais parler de partenariat, nous jouerons vraiment un rôle central à créer ces alliances-là entre institutions financières que sont les banques, les fintech, les opérateurs télécoms aujourd'hui, les gouvernements, et les autres acteurs de la tech. Donc nous travaillons vraiment à pouvoir, parce que nous savons aujourd'hui que nous ne pouvons pas adresser de ce qui nous concerne nous, le sujet de la disparition de la circulation de la monnaie fiduciaire. Aujourd'hui, 95% des dépenses de consommation des ménages dans notre espace s'effectuent encore en monnaie fiduciaire. Okay. Et nous voulons digitaliser de plus en plus ces paiements-là, et ça ne pourra pas se faire seul. Donc Visa le fait au travers de partenariats avec l'ensemble de ces acteurs-là. Donc ça ne va foncièrement pas changer les choses. Nous restons, ça ne nous fait que renforcer notre position, à savoir continuer à renforcer ces liens-là entre le secteur public et le secteur privé, et nous pouvoir être derrière, à pouvoir apporter toutes les facilités technologiques, etc., afin de pouvoir catalyser le paiement digital en Afrique. Merci beaucoup. Bola? Les disrupteurs, donc je vous emprunte le terme un peu. Avec plaisir. On pense qu'on est là en fait pour un peu révolutionner dans le bon sens, améliorer l'accès à des avantages sociaux en ce qui nous concerne la santé, en travaillant main dans la main avec les gouvernements, avec les secteurs publics. On pense qu'on a la possibilité d'apporter beaucoup de choses. Si je prends deux exemples très rapides, pendant la crise Covid en France, Doctolib a joué un rôle très important dans la gestion du vaccin pour la France. Soussou se voit également dans un rôle un peu similaire, donc aider les gouvernements à améliorer l'accès à la santé au plus grand nombre, et je pense qu'on est capable de faire ça. La deuxième chose, c'est par rapport au financement par tiers. On voit qu'aujourd'hui, l'aide au développement est en train de se raréfier de manière assez violente. Nous, on n'a pas attendu l'aide au développement pour financer nos offres de santé. On sait que la diaspora africaine est une manne financière beaucoup plus importante, beaucoup plus fiable. Elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain au bon vouloir d'un président. Elle va toujours continuer, elle va être perpétrée. Et donc, nous, on s'appuie sur ce type de financement-là pour proposer des offres à des bénéficiaires au pays. Donc, c'est ce type d'innovation qu'on va continuer à apporter pour aider les populations localement à continuer à accéder à la santé. Merci, Bola. Ouais, non, c'est un bon point. Je pense que je vais être un peu taquin. Si tu demandes à n'importe quelle entreprise, aujourd'hui, un entrepreneur, un chef d'entreprise, c'est quoi son challenge principal? Il va te parler des ressources humaines, il va te parler de ces hommes, naturellement avec un grand H. Tu peux t'en laisser avec Ismaël ou voilà, mais ça tourne toujours autour des mêmes sujets. C'est les hommes que j'ai dans le cadre de mon entreprise. Et paradoxalement, quand on regarde là où on investit le moins, c'est souvent les ressources humaines. Pour plusieurs raisons. C'est que quand je me digitalise, je digitalise mon core business d'abord. Je digitalise mes finances.
je digitalize mes sales. Et une fois que je suis serein, je me dis, OK, je vais peut-être jeter un petit coup d'œil dans les RH. Et nous, notre enjeu principal, c'est de dire aujourd'hui avec Socium, comment on permet aux entreprises africaines d'être beaucoup plus efficientes dans la gestion de leurs ressources humaines. Parce qu'on a une conviction qui est très profonde, c'est si les entreprises optimisent la gestion de leurs ressources humaines, ils optimisent la gestion de leur entreprise de manière plus globale. Parce que le meilleur investissement qu'on peut faire dans une entreprise, c'est autour de ses hommes. J'insiste avec un grand H. Ouais, exactement. Et c'est ça notre mission avec Socium et c'est ce qu'on veut faire dans toute la zone francophone. Merci. Le capital humain, c'est très important. Ismaël, Bola, Samba, merci beaucoup d'avoir été avec moi durant cette émission. Surtout, continuez d'innover et continuez d'être un soutien majeur de la tech en Afrique. C'était le Disruptors Club pour l'Africa CEO Forum. Merci d'avoir été avec nous et retrouvez mon collègue Eric Mboua pour la prochaine émission. Au revoir.